Soir première, Le speed voting. Arnaud Ruyssen. Bonsoir donc et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce speed voting, l'émission qui se propose de jouer les entremetteurs entre les candidats aux prochaines élections et les acteurs de terrain, acteurs de la société civile. Sauront-ils se parler, sauront-ils se trouver? Eh bien c'est tout l'enjeu de ce speed voting avec aujourd'hui dans notre studio de verre spécial élection, Aldo Mungo, président du parti La Droite et candidat tête de liste pour la Chambre en province du Hainaut pour ce parti. Il est avec nous jusqu'à 19h30. C'est à suivre donc sur la première, mais aussi si vous le souhaitez en direct sur le site internet de la RTBF en direct et en vidéo. Élection 2014. Bonsoir Aldo Mungo. Bonsoir. Alors on va tout d'abord, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore très bien, faire un peu mieux connaissance avec vous grâce au portrait que signe pour nous ce soir Pierre Magos. Surtout, ne pas lancer un moteur de recherche internet pour trouver Aldo Michel Mungo. C'est l'assurance d'en trouver dans toutes les catégories, sauf peut-être en sport. Et pourtant, à y regarder de plus près, il s'agit bien du même Aldo Michel Mungo, famille d'origine italienne, né à Ixelles en 1955, tantôt présenté comme universitaire, mais aussi organisateur d'un salon de l'érotisme. Puis on le retrouve journaliste-analyste en géostratégie belge, ex-chroniqueur du mensuel Israël Magazine et du Jérusalem Post. Il apparaît ailleurs comme pourfendeur de l'islamisme, avec des propos très carrés que lui défend au nom de son attachement aux valeurs de la laïcité. Mais les moteurs de recherche renvoient aussi Aldo Mungo assez systématiquement à la rubrique judiciaire. D'abord en 1992, dans le cadre assez classique de la faillite de son groupe de presse franco-belge CEPEC, puis plus tard dans le dossier Amaok où des imprimeurs lui reprochaient des factures impayées. Mais dans la foulée de ce dossier, Aldo Mungo apparaît aussi dans la rubrique politico-judiciaire lors de ses démêlés avec le Parti populaire de Michael Modric-Amen, dont il avait claqué la porte en avril 2010 et où il est question de courriels dénigrant le PP. Souvent cité, mais jamais condamné, Aldo Mungo y voit des manœuvres insidieuses de son meilleur ennemi, Michael Modric-Amen, dont il critique les excès, par exemple sur la peine de mort. Il se dit libéral, mais pas au sens du MR, avec qui il a fait autrefois un bout de chemin, un MR qu'il qualifie aujourd'hui de social-démocrate, de parti du centre, alors que lui se situe à droite, sans complexe, la droite, son parti, qu'il vous demande d'écrire en lettres capitales. Voilà pour votre portrait, Aldo Mungo. Alors, parlons peut-être tout d'abord de vos rapports avec le Parti populaire de Michael Modric-Amen. Vous allez vous présenter tous les deux dans le Hainaut comme tête de liste à la Chambre, tous les deux comme Michael Modric-Amen. On a l'impression aussi qu'il y a pas mal de similitudes entre vos programmes. Vous proposez moins d'impôts, moins d'immigration. Vous voulez vous situer tous les deux à la droite du MR. Qu'est-ce qui vous différencie en fait du Parti populaire ? Plein de choses. Le Parti populaire, c'est un parti conservateur, un parti réactionnaire. Les impôts, il propose de les diminuer pour les nantis, essentiellement. La droite, qui est un parti libéral, n'est pas conservateur. La droite, et ça se traduit comment dans votre programme? Qu'est-ce qui est moins conservateur que celui du Parti populaire? Très simple. Les candidats du Parti populaire qui sont déjà passés sur antenne sur les 15 derniers jours ont clairement annoncé que si le Parti populaire devait participer à un gouvernement, on revient sur toutes les lois éthiques, sur l'adoption des enfants par les homosexuels, sur l'euthanasie. Tout ça pour vous, pas question d'y revenir. Ça, c'est acquis et vous ne reviendriez pas là-dessus si vous étiez au pouvoir. C'est acquis. Le parti n'a pas de programme en matière éthique. Si on avait eu des élus au moment de voter ces lois, ils auraient eu la liberté de vote sans consigne du parti. Il y a d'autres choses qui nous différencient. Michael Modric-Amen, il se réfère en permanence soit à la NVA, côté confédéraliste, nous sommes fédéralistes. Il se réfère à l'étranger au Parti populaire espagnol, dont la première action a été de supprimer le droit à l'avortement pour les femmes. Ce n'est pas notre programme, nous sommes des libéraux. Et par rapport à la NVA, si vous étiez au pouvoir, hypothèse peu probable, disons-le tout de même, si vous étiez au pouvoir, Aldo Mungo, est-ce que pour vous, vous pourriez dire comme Didier Reynders, moi je ne veux pas d'un gouvernement avec la NVA, c'est ça que vous voulez dire? C'est très hypocrite de la part de M. Reynders. Avec raison, les partis traditionnels ont voté une révision des articles à réviser pour le prochain Parlement, dont est exclu l'article 195. Donc la NVA qui arrive au pouvoir, qui arrive au gouvernement, c'est une NVA émasculée au niveau communautaire. Elle ne sait rien changer.
De toute façon, il y a des garde-fous. Les lois spéciales doivent être votées par des majorités spéciales. Et donc, l'ANVA, au pouvoir, au gouvernement, n'aurait pas la possibilité de relancer une guerre communautaire. Et donc elle pourrait appliquer un programme libéral, ce qui pourrait vous plaire là par contre, Aldo Mungo. 90% du programme de la NVA, c'est le nôtre, effectivement. Donc vous êtes à 90% sur le programme de la NVA pour ce qui est en tout cas du socio-économique. Mais parlons justement de votre programme et on va prendre, puisque c'est le principe du speed voting, une première question émanant de la société civile. Frédéric Mahouet, directrice du CIRE. En lisant la position de votre parti, la droite, sur l'immigration, nous sommes frappés par votre vision simpliste et orientée. L'immigration serait voire le problème. On ne pourrait plus se permettre de l'accueillir. Alors, pour que vous envisagiez la question sous un autre angle, nous vous invitons à regarder autour de vous et dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, etc. Si les immigrés repartaient, que feriez-vous pour faire fonctionner notre société ? Alors, réponse à Frédéric Mahouet du CIRE, de la coordination et initiative pour réfugiés et étrangers, qui vous pose cette question très concrète. C'est le leitmotiv qui sous-entend que le million de sans-emploi belges dans le pays serait incapable de faire les tâches que font certains immigrés récents en Belgique. Moi, ce qui me frappe, c'est que ces personnes qui vivent de l'argent du contribuable, puisqu'ils sont subventionnés, ne se préoccupent jamais du fait qu'il y a des Belges, quand je parle de Belges, de gens qui vivent dans ce pays. Je ne parle pas nécessairement qui ont le passeport belge, de gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de perspective. Moi, je suis fils d'immigrés. Comme 30% de nos candidats sont des fils d'immigrés. Quand mon père est arrivé dans ce pays, il y avait 9300 chômeurs. J'ai été rechercher les chiffres sur le site du ministère. On n'est plus à la même époque. Mais ça veut dire quoi? Que pour vous, l'immigration est la cause du chômage dans notre pays? On ne dit pas que l'immigration est la cause. On dit pour régler maintenant les problèmes d'emploi, il faut avoir le courage de passer outre à la bien-pensance. Ça veut dire quoi? Qu'il faut dire à des personnes d'origine étrangère qui viennent occuper des emplois dans notre pays qu'elles doivent retourner pour laisser la place à des Belges qui viendraient hypothétiquement prendre cet emploi? Moi, monsieur, ce qui me préoccupe, c'est le fils d'immigrés maghrébins à Bruxelles, à Liège ou à Charleroi. Pourquoi maghrébins? Parce que c'est essentiellement parmi eux qu'on trouve les chômeurs actuellement. Ce sont des gens... C'est de la stigmatisation. Non, c'est pas de la stigmatisation. Je constate qu'on ne fait rien pour eux. On leur donne 345 € de chômage à la sortie d'école. On n'a pas été capable de leur donner une formation complète. Et on leur dit, ne vous inquiétez pas, c'est pour la vie. Ça, c'est ça qui me scandalise. Vous savez bien que justement, la réforme qui vient d'avoir lieu sur les modalités d'allocation pour les jeunes qui n'ont pas encore eu le moindre emploi, Aldo Mungo, va tout à fait dans un autre sens, puisque certains reprochent justement le fait que des jeunes vont ne plus avoir d'allocation au bout de 3 ans. C'est le principe et ça a été toute la polémique autour de ces allocations. Oui, mais c'est le traitement social du chômage. On n'essaye pas de donner des perspectives à ces jeunes. On n'essaye pas de leur donner un espoir. Donc vous dites, vous, la droite, on n'intègre pas assez, on n'en fait pas assez pour l'intégration, c'est ça que vous voulez dire? Évidemment. Nous, notre programme, il est simple. Tous ces enfants d'immigrés, tous ces jeunes qui sont issus de pays étrangers, il faut en faire des Belges fiers de leur pays. Et pourquoi est-ce qu'il leur faudrait un traitement différencié par rapport à d'autres Belges qui sont aussi parfois dans des situations très difficiles, des situations de précarité, qui ne trouvent pas plus d'emplois que ceux que vous pointez ici? Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire une différence, Aldo Mungo? C'est ce qu'on fait tous les jours. Le gouvernement, c'est ce qu'il fait tous les jours dans ses plans. Il série des catégories qu'il privilégie parce qu'il considère que c'est prioritaire. Eh bien, nous trouvons qu'il est prioritaire de donner un emploi aux jeunes qui sortent de l'école et qui n'ont pas de perspective. Mais c'est pas du simplisme de dire il y a de l'immigration chez nous et donc si on avait moins d'immigrés, ça ferait mathématiquement plus d'emplois disponibles. On sait que l'immigration sera, selon certains rapports, nécessaire pour financer nos modèles, notamment en matière de retraite dans les années qui viennent, avec des populations qui diminuent aussi en Europe, Aldo Mungo. On sait aussi que plus de population, c'est aussi plus d'emplois de services, etc. C'est du simplisme, non, de dire qu'il suffirait qu'il y ait moins d'immigrés chez nous pour qu'il y ait plus d'emplois pour les Belges de souche. Non, ce n'est pas du simplisme. Toute cette théorie qui voudrait qu'il nous faut de l'immigration pour payer les retraites, ça, c'est du simplisme.
Ça, c'est du simplisme, parce que l'important pour le moment, c'est que ceux qui sont en Belgique aient un travail. C'est ça qui est important. Quand on fait venir des infirmières d'Afrique pour donner des soins dans nos hôpitaux. Parce qu'on n'en trouve pas chez nous. Hein. On n'en trouve pas. Pourquoi? Nos chômeurs sont tellement bêtes qu'on ne sait pas les former au métier d'ambulancier, d'infirmier, d'électricien. Ils sont tellement bêtes, nos chômeurs. C'est ça l'insulte. L'insulte, c'est de dire que le million de sans-emploi dans ce pays n'est pas capable de faire ce que feront des Sénégalais, des Polonais ou des Roumains. Ça, c'est l'insulte vis-à-vis de nos chômeurs. Alors, je vous propose d'écouter une question suivante, Aldo Mungo, qui concerne, vous allez voir, une question liée en quelque mesure à l'immigration. Arnaud Zachary, secrétaire général du CNCD 11-11-11. Depuis 1970, les pays riches se sont engagés à mobiliser 0,7% de leur richesse en aide publique au développement. La Belgique a même adopté en 2002 une loi où elle s'engageait à mobiliser ces 0,7% d'ici 2010. Or, au cours de la courte législature qui s'achève, l'aide belge a baissé de 30%, ramenant son niveau sous la barre des 0,5%. D'où ma question, vous engagez-vous à défendre une augmentation de l'aide belge au développement à hauteur de 0,7% du revenu national brut lors de la prochaine législature? Question très concrète, réponse très concrète, Aldo Mungo. Absolument pas, parce que depuis 50 ans, les indépendances africaines, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les aides publiques des pays occidentaux ont servi essentiellement les intérêts des potentats locaux. Donc cet argent, il a été dépensé d'une manière non intelligente. On avait beaucoup mieux à faire avec cet argent. Vous ne croyez pas que ça évolue, que ce qui est fait aujourd'hui en matière de coopération au développement, c'est des aides très ciblées sur notamment l'enseignement, sur des projets concrets? Je reviens à la question de l'immigration, Aldo Mungo. À partir du moment où vous dites qu'il faut fermer les frontières ici en Belgique, on sait qu'il y a des personnes qui migrent chez nous parce qu'elles vivent des situations de misère sociale. Est-ce qu'il ne faudrait pas, alors en contrepartie, investir par exemple dans la coopération au développement? Alors, la misère sociale, vous savez, je pense que vous n'avez pas vécu en Afrique. Moi, il se fait que j'ai vécu au Congo, République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Lorsque vous vivez à Kinshasa, effectivement, avec un petit salaire quand on compare avec les salaires belges, évidemment, on a le sentiment qu'on vit dans la misère. Mais c'est un peu simpliste comme vision. Je ne vais pas pointer une situation en particulier, Domingo. Je dis, et on le sait, il y a des gens qui migrent chez nous parce qu'elles vivent des situations de détresse, vous le savez. Écoutez, moi je connais assez bien ces pays-là. On migre en Europe parce que sur Internet, qui est maintenant accessible dans un café Internet, on va sur des sites gouvernementaux et on se rend compte qu'on touche des sommes incroyables, qu'il y a des salaires incroyables, qu'il y a des aides sociales incroyables, qu'il y a une chose qui n'existe pas, des allocations familiales. Et on migre pour ça, essentiellement, parce qu'on pense qu'ici, c'est l'herbe est verte. Pas du tout parce qu'on vit des situations de misère, parce que ceux qui sont dans la misère en Afrique, dites-vous bien une chose, ils n'ont pas l'argent pour payer le billet d'avion et le visa. Parce que ça représente des mois et des années. On sait que certains se ruinent pour le faire. On sait aussi que certains fuient des zones de conflit, des zones d'instabilité. Ceux-là aussi, vous leur fermez les frontières, Aldo Mungo? Non, mais je prends par exemple le cas du problème des réfugiés syriens. Pourquoi le poids doit-il tomber sur l'Europe et pas sur les pays arabes? On sait qu'ils sont très nombreux. Aujourd'hui, par exemple, en Jordanie, les pays arabes sont concernés par la fuite des réfugiés syriens. Alors, la Jordanie n'est pas un pays riche parce que, malheureusement, le grand-père du roi actuel a été chassé de la Mecque par la famille Saoud. On va pas refaire l'histoire du Moyen-Orient. Les Saouds qui sont responsables de cette guerre sont excessivement riches, comme les Qataris sont excessivement riches. C'est à eux à payer, pas à nous. Pas à nous, pas du tout, pas d'accueil pour les réfugiés syriens, par exemple, chez vous, pour vous, en Belgique. Pour nous, il faut régler les problèmes régionalement et pas ramener ici des réfugiés en plus. Alors, on va prendre une question suivante qui concerne votre modèle plutôt économique, Aldo Mungo. Étienne de Calataille, chef économiste à la Banque de Grove et chargé de cours à l'Université de Namur. Le parti, la droite, préconise de réduire de moitié, soit de plus de 50 milliards d'euros, les dépenses sociales, ce qui permettrait de financer une diminution spectaculaire de la pression fiscale.
Pour atteindre ce résultat, il suffirait, selon le parti La Droite, de, je cite, restreindre l'accès au guichet de l'assistanat. Or, les dépenses totales d'indemnisation du chômage, ici visées, ne s'élèvent qu'à quelques 10 milliards. Quand bien même il y aurait beaucoup d'abus en matière de chômage, vouloir réduire dans une telle mesure 50 milliards les dépenses sociales, cela signifie couper en fait drastiquement dans les dépenses de retraite et de santé. Quelles sont les grandes lignes de votre politique dans ces deux domaines? Alors Aldo Mungo, est-ce que le programme de votre parti, la droite, équivaut à aller sabrer de manière très importante dans les soins de santé et dans le financement des retraites? D'abord, il y a un chiffre qui n'est pas exact. Les dépenses sociales en Belgique représentent 33% du PIB, c'est-à-dire 150 milliards. Les dépenses publiques dans leur ensemble représentent actuellement 225 milliards d'euros annuels, c'est-à-dire 55% du PIB. Donc, en réalité, les dépenses publiques sont essentiellement sociales. Ici, on parlait des allocations de chômage, le chiffre de 10 milliards que donnait Etienne de Kalataï, de dire si on ferme le guichet de l'assistanat, puisque c'est votre expression, qu'est-ce que ça veut dire fermer le guichet de l'assistanat et comment est-ce que vous gagnez 50 milliards? Alors, ce n'est pas du tout ça, puisque nous opposons à ce qu'on éjecte des chômeurs de l'ONEM. On s'oppose absolument à toutes les mesures qui ont été prises parce que ce sont des mauvaises mesures. Sortir des gens de l'ONEM pour les mettre au CPAS, c'est changer simplement les billets de poche et ça ne change rien. Donc là-dessus, vous dénoncez l'action du gouvernement en sortant? Mais bien entendu, ce sont des mesures qui sont tout à fait contre-productives. On ne règle pas le problème du travail. Et dans ce pays, il y a du travail. Je prends un exemple. On a en Belgique 400 000 travailleurs européens détachés qui travaillent dans ce pays. Qui travaillent non pas comme c'était prévu par la directive pour de courtes périodes de 15 jours, 3 semaines pour faire un job bien spécifique lié à un contrat de l'entreprise mère, mais qui travaillent de manière permanente. Dans les hôpitaux, les infirmières ont des contrats d'1 an. Elles ne sont pourtant pas domiciliées ici, elles sont détachées. C'est le principe de la directive travailleurs détachés qui est en train d'être réformée d'ailleurs au niveau européen. Mais est-ce que c'est toujours la faute de l'étranger, de l'immigré, y compris sur la question 1 million de sans-emploi, c'est la faute à qui? Mais on revient là à la question de tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on reste sur la question ici que vous est posée par Etienne de Kalataï. C'est quand vous dites fermer le guichet de l'assistanat et gagner comme cela 50 milliards pour réduire la pression fiscale, comment est-ce que vous faites? C'est quoi fermer le guichet de l'assistanat? Nous disons on doit transformer l'assistanat en force de travail. Mais c'est quoi l'assistanat, puisque vous dites on ne va pas toucher à la question des allocations de chômage? Lorsqu'on a plus de 50 000 prépensionnés, qui sont des gens qui ont une grande qualification dans leur métier, et qu'on a en même temps des jeunes qui sortent de l'école, souvent sans diplôme, sans certificat d'humanité, on doit être capable avec ces personnes-là, de les faire se rencontrer et de transmettre le savoir. Ça, c'est positif. Ça, c'est remettre des gens au travail. Ça, c'est dire on a quelqu'un ici en Belgique qui est capable de souder sur un chantier à Bruxelles ou à Mons. Et on n'est pas obligé de reprendre des gens qui viennent de Roumanie pour 2 balles 50. Et donc on y revient de nouveau, toujours à celui qui vient de l'extérieur, toujours à l'immigrer. Aldo Mungo, vous dites dans votre programme que ce n'est pas ça l'essence, que vous êtes surtout un parti libéral. Est-ce que ce n'est pas l'antithèse d'un parti libéral, la libre circulation des travailleurs? C'est un des principes fondateurs de l'Union européenne. La circulation des travailleurs, elle n'a pas été conçue au départ par les pères de l'Europe pour appauvrir les pays fondateurs. Mais on sait que l'immigration, dans la plupart des pays, à part quelques exceptions, eh bien, elle rapporte plus qu'est-ce qu'elle ne coûte, Aldo Mungo. Et dans un pays notamment comme les États-Unis, qui est sans doute, j'imagine, un modèle pour vous en termes de parti libéral, ça rapporte plus que ça ne coûte, la question de l'immigration. Ah, mais vous savez, aux États-Unis, quand un migrant arrive, il se démerde, hein. Il n'y a personne pour lui tenir la main. Il est obligé souvent d'avoir 3 boulots. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Vous mélangez les poires et les pommes. Je voudrais qu'on revienne à une dernière question, Aldo Mungo. Dernière question posée donc du côté de la société civile. Christophe Minck, directeur du département criminologie à l'Institut national de criminalistique et de criminologie. Voilà plus de 20 ans que la surpopulation carcérale est considérée comme un problème majeur en matière de justice pénale. Voilà plus de 20 ans que diverses mesures sont prises. Peines alternatives, accroissement considérable du parc immobilier pénitentiaire, surveillance électronique, etc. Elles n'ont pas amené la moindre amélioration. Au contraire, comme les criminologues l'avaient annoncé, le problème a continué de s'aggraver.
Comptez-vous poursuivre dans la même voie qui semble bien être un cercle vicieux ou opérer une rupture? Et si oui, laquelle? Alors en une minute, Aldo Mungo, quelle alternative à la surpopulation carcérale? C'est certain que ce qu'on vit actuellement est dû essentiellement au fait qu'entre la population belge du début du XXe siècle et l'actuel, il y a une grande différence. Or, l'essentiel du parc immobilier carcéral, il date de plus d'un siècle. On n'a pas adapté. Est-ce qu'il faut construire plus de prisons demain ou bien est-ce qu'il faut développer, par exemple, des peines alternatives? C'est ça aussi l'essence de la question. Le problème des peines alternatives, vous savez, vous connaissez le stock de travaux d'intérêt généraux auxquels les tribunaux ont condamné, qui se trouvent actuellement inactivés. C'est colossal. Vous avez des gens qui sont condamnés à faire prester autant de dizaines d'heures dans un hôpital, pour prendre cet exemple. L'hôpital n'en veut pas parce qu'il n'a pas l'argent pour payer l'assurance d'accident de travail. Donc on est là face à un dilemme. Mais justement, est-ce qu'il faut investir là-dedans demain ou investir dans de nouvelles briques? Mais encore une fois, c'est quoi la criminalité? La criminalité, elle vient essentiellement de la misère sociale. Or, depuis 30 ans, aucun gouvernement ne s'est attaqué véritablement à la misère sociale et au traitement du chômage pour donner un espoir aux gens. Donc la réponse n'est pas uniquement sécuritaire, c'est ça que vous nous dites, c'est l'investissement notamment en matière sociale. Pas seulement sécuritaire. Alors dernière question, comment est-ce qu'on le fait si on veut diminuer presque de moitié les dépenses publiques de l'État en matière sociale, puisque c'est ça que vous proposez? Nous, d'abord, on propose surtout un autre modèle de société, ça c'est certain. Nous disons, actuellement, nous sommes à 55% de dépenses publiques par rapport au PIB, encore 5% et on sera dans le modèle de Karl Marx. On n'en veut pas. On dit, il faut absolument changer le modèle de société. Il faut arrêter que l'État se mêle de tout. Nous avons actuellement des dépenses qui sont tout à fait inutiles parce que l'État veut se mêler de tout. On fait une étude pour une étude pour savoir si on va fliquer chaque citoyen dans sa voiture avec un GPS pour pouvoir le taxer. C'est insupportable. Eh bien, Aldo Mungo, merci d'avoir été l'invité de ce speed voting ce soir. On aura pu découvrir un peu plus avant les propositions donc de votre parti, la droite, dont je rappelle, vous êtes l'un des candidats tête de liste à la Chambre pour la province du Hainaut. Belle soirée à vous et à demain pour un nouveau Soir Première et aussi un nouveau speed voting. Belle soirée.